Les amis, c'est pas tout, mais allons regarder l'interview de Fabien Roussel qui va revenir sur ce qui s'est passé tout le week-end. L'interview est sortie hier, mais j'avais envie de le réacter avec vous, les gars. On va mater ça tout de suite maintenant. À Châtillon ou à Philippe, à Grande-Sainte, j'en parlais. Fabien Roussel, le Premier ministre, met sur la table une des solutions qui est de prendre en charge plus vite les jeunes à la dérive. Il arrive dans 1 heure à Nice, dans un lycée qui expérimente notamment les internats éducatifs. En gros, accueillir les jeunes pendant leurs vacances, les jeunes en décrochage scolaire pour les remettre à niveau, avec aussi des cours d'éducation civique. Avant de vous entendre sur les solutions, Fabien Roussel, est-ce que vous dites comme Gabriel Attal, comme la droite, comme toute une partie de spectre politique, oui, il y a un problème de rapport à l'autorité chez les jeunes? Alors d'abord, je voudrais dire oui, nous sommes effondrés par ces drames que nous découvrons tous les jours dans l'actualité, qui ne sont pas des faits divers. Ça devient un véritable fait de société, une violence plus forte, plus dure, provoquée par... Donc là, tu nous as manqué, MDR. Ça va, les gars, j'étais absent juste lundi, les mecs. Juste lundi. Ah. Des jeunes de plus en plus jeunes. Ce qui se passe chez moi dans le Nord, à Grande-Sainte, est effroyable. Et quand on découvre ça dans la Voix du Nord, on est effondré, interloqué. Avec des répliques depuis, un climat de psychose qui s'installe dans la ville. Il y a besoin de réponses fortes et on doit pouvoir utiliser tous les leviers que nous avons en main, bien sûr, la sécurité, la justice. Donc là, t'étais où? Mais les gars, j'étais juste sur le stream de Wissam hier, hein, mais vous êtes, les gars, quand vous suivez un streamer, quand vous suivez l'actualité d'un streamer, suivez-le jusqu'au bout. Suivez-le jusqu'au bout, les gars. Doivent fonctionner. Et le Premier ministre a saisi ces questions, en a profité pour dire qu'il faut restaurer l'autorité, et notamment à l'école, et en proposant que les enfants aillent à l'école. Les collégiens de 8h à 18h. De 8h à 18h. En commençant par les quartiers prioritaires, dit-il. 8h, 18h. Attends, mais il faut que je demande à ChatGPT, les Coréens, ils ont école de quelle heure à quelle heure, les jeunes collégiens, là? Attendez, je vais demander. Commençant par les quartiers. Voilà. ChatGPT. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu 2 réactions. J'ai dit d'abord, ils voient l'école comme un instrument de punition. De punition. C'est une punition, vous allez aller à l'école de 8h à 18h et dans les quartiers prioritaires. Et c'est comme ça que... Ou de réarmement civique, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron. J'ai été... Réarmement civique. Alors, attendez. Excuse-moi... Cousin Greg, est-ce que tu peux... Ah merde, putain, il est pas activé. Ok. Cousin Greg, dis-moi l'école, les horaires des collégiens de la Corée du Sud, s'il te plaît. Ils commencent de quelle heure à quelle heure? Ah, ma question, elle est floue quand même. Ma question est très floue. En Corée du Sud, les horaires scolaires des collégiens peuvent varier légèrement selon les écoles et les régions, mais ils suivent généralement un schéma assez standard. Les cours commencent souvent vers 8h ou 9h du matin et peuvent se terminer vers 15h ou 16h. Cependant, il est courant que les élèves participent à des activités parascolaires ou à des cours supplémentaires qui peuvent prolonger leur journée scolaire jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h? Ah ouais, quand même. Donc 8h ou 9h du matin et peut se terminer à 15h ou 16h, mais après ils ont des activités parascolaires ou des cours supplémentaires. On n'est pas encore sur les modèles coréens, mais en fait, si c'est 8h, 18h et l'après-midi, t'as encore cours, genre de 15h à 18h, tu fais encore cours, mais il n'y a pas d'activité périscolaire, ça pue sa mère quand même, hein. Ça pue sa mère, genre, c'est quoi le message, là? Ça m'a choqué parce que pendant ma campagne des élections présidentielles, j'ai été le seul, celui qui disait qu'il fallait que nos enfants puissent faire les devoirs à l'école et plus à la maison. Et en contrepartie, il fallait passer plus de temps à l'école. Ça, je suis bien d'accord, les mecs. Ça, par contre, si je pouvais remonter le temps et avoir la possibilité de faire mes devoirs à l'école pour qu'on m'explique ensuite, le corriger, etc., franchement, j'aurais dit oui tous les jours. Mais faire mes devoirs à la maison, oh la flemme! Mec, j'avais pas l'espace nécessaire pour me concentrer sur mes devoirs. Ah non, les gars. Ah non, c'était un enfer, wesh. Désolé, nous disons, nous, à gauche, qu'il faut passer plus de temps à l'école. Donc sur le principe, vous êtes pour? Sur le principe, je suis pour. Que nos enfants aillent à l'école de 8h à 18h, je suis pour. Mais ça ne doit pas être une punition. Ouais. Ça ne doit pas être une mesure de justice infligée au quartier. Ouais, les gars, ben, moi en tout cas, après, les gars, n'oubliez pas que j'ai 30 ans. Moi, à mon époque, les études existaient.
Mais c'était pas tout le temps, c'était pas systématique. L'aide aux devoirs le soir ou rester un peu à l'école jusqu'à 18h, etc. Il n'y avait pas tout le temps cette possibilité, hein. Moi, c'était à peu près 1 fois ou 2 fois par semaine et c'était pas tout le temps. Parce que le professeur, il a sa vie aussi. Le bénévole, il a sa vie aussi. Oui, il n'y a pas tout le temps des bénévoles, tu vois. Wesh, Kumo, merci pour le sub. 23 mois de sub, t'as les yeux rouges ou quoi? Comment ça, mon bœuf? Non, ça va, wesh. Je crois que c'est la luminosité, hein. Non, ça va. Franchement, je suis en forme, les mecs, aujourd'hui. Hein. Franchement, je suis en forme. Y'a rien, y'a pas de... Non, ça va. Mais ouais, les gars, pour revenir à l'école, le soir, genre pour faire tes devoirs le soir, c'était pas systématique, les mecs. C'était pas systématique. En tout cas, pas chez moi. Hein. Pas chez moi. Ils veulent le faire à 8h, 18h mais depuis des années, ils réduisent les effectifs et les heures au collège. Donc j'aimerais bien qu'ils m'expliquent comment ils vont financer cette mesure qui devra garder les collégiens. Qui devra garder les collégiens et qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ce temps libre? Bah, Gabriel Attal a un plan à présenter. Donc on peut pas balancer un plan comme ça à 8h, 18h sans approfondir ce qu'il va proposer. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Mais est-ce que l'étude pendant la primaire, ça compte aussi? Bah, j'espère que sa mesure, ça va concerner la primaire et le collège. Moi, je suis pas contre l'idée du 8h, 18h, mais ça dépend de la répartition et qu'est-ce qui va se passer l'après-midi, parce qu'il y a des études qui montrent que l'après-midi, l'élève, genre à partir de 15h ou 14h30, quelque chose comme ça, l'élève, il est moins attentif. L'élève perd de sa concentration. C'est pour ça qu'en Allemagne, par exemple, l'après-midi, c'est sport. En Corée du Sud, l'après-midi, c'est sport aussi. Voilà. Voilà. Mais ton gosse, tu vas jamais le voir. Ah, les gars, croyez-moi, moi, quand je terminais à 16h, bah, je voyais pas ma mère, parce que ma mère, elle terminait à 18h, 19h. Hein, donc, entre 16h et 19h, je voyais pas ma mère. Et par exemple, si à 16h, j'étais à l'école, plutôt que de rester chez moi à regarder Détective Conan, ben, j'aurais peut-être été plus intelligent et j'aurais pas été streamer, mais j'aurais été un putain d'astronaute. J'aurais été un astronaute, frère. T'es con ou quoi? Putain. Par exemple, aux jeunes des quartiers, au contraire, l'école publique que nous voulons doit être la même pour toutes et pour tous. Ça doit être une école dans laquelle nous faisons plus de sport, plus de culture, plus d'apprentissage, plus de sorties. Mais comment on fait, Fabien Roussel, sachant qu'aujourd'hui on peine même à mettre un professeur devant chaque salle de classe? C'est justement ça la question. C'est vrai. C'est justement ça, c'est qu'il faut y mettre d'immenses moyens. Or, quoi de plus beau pour un pays, pour la France, il faudrait qu'on ait moins de cours mais avec plus de contenu utile. Mais ça, je suis d'accord. Après, les gars, c'est pas un truc de droitard de dire que mon élève, mon enfant, il doit être à l'école de 8h à 18h. Hein. Ce n'est pas un truc de droitard. C'est pas une réflexion de droitard. Ça dépend comment, parce que lui, Roussel l'explique lui-même, il est pour, mais le 8h, 18h ne doit pas être une punition. Donc, qu'est-ce que tu vas faire dans ce créneau horaire de 8h à 18h? Qu'est-ce que tu peux proposer d'utile à l'enfant de la République, à ton enfant, pour qu'il ne devienne pas un crétin fini, pour qu'il fasse de bonnes études, pour qu'il soit utile à la société, pour lui-même, pour qu'il s'épanouisse, et qu'il ne subit pas l'école. Parce que le but, ce n'est pas de subir l'école, mais de le voir comme une émancipation de ton intelligence, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait surtout horaire de garderie. C'est vrai que ça pique quand même. Sur le papier, hein, quand tu vois 8h, 18h, c'est vrai que t'es en mode ah, ça pique quand même. Mais ça dépend du contenu. Tu ne streams jamais les lundis? C'est bon, les gars, je vais arrêter de vous répondre par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est bon. Salut Cynthia. Les élèves qui se font harceler, tu leur dis 8h, 18h, ils vont se... Ouah, c'est S-word carrément. Wesh. Doucement, wesh, doucement. doucement. Que d'investir dans nos enfants, dans l'école publique, c'est le pacte que nous proposons dans les jours heureux que je défends. C'est d'investir, faire de nos enfants une priorité et donc d'investir énormément. Et j'avais calculé, à l'époque, pendant les présidentielles, qu'il y avait besoin de former, de recruter 90 000 enseignants pour pouvoir allonger le temps scolaire, faire en sorte que nos enfants restent plus de temps à l'école sans demander aux professeurs de travailler plus. Donc Fabien Roussel, il faut donc investir massivement dans l'école publique. Or, ce que fait le gouvernement,
là, avec ces mesures d'austérité. C'est de couper les crédits précisément à 691 millions d'euros en moins pour l'éducation nationale. Putain, alors tout ça. que déjà aujourd'hui, il manque des professeurs devant nos enfants, nos écoles. Et donc, la mesure que propose Gabriel Attal, telle qu'il le fait, est injuste, mais en plus, il n'y met pas les moyens. Il n'a aucune ambition pour nos enfants. Fabien Roussel, vous n'avez pas répondu. Ouais. Oh, il y a un petit nouveau sur le chat. Ok. Mais à gauche, vieux, on n'est pas censé se battre pour plus d'émancipation, et donc le fait d'avoir plus de temps libre, c'est un peu le contraire que tu défends, là, non? Non, mais justement, c'est ce que j'explique. Tu peux t'émanciper à l'école, c'est possible. C'est possible. Si tu regardes un petit peu ce qui se fait dans les autres pays, genre, par exemple, je prends le cas de l'Allemagne, parce que, par exemple, moi, j'ai fait de l'allemand, et du coup, on avait un peu l'histoire de l'Allemagne, la scolarité, comment ça se passe, etc. Tu peux t'émanciper à l'école, mais ça dépend le contenu. Ça dépend le contenu. Par exemple, en Allemagne, l'après-midi, quand t'as des activités périscolaires, c'est stylé. Tu peux t'émanciper dans le sport, dans un sport que t'as envie de pratiquer. Il est là le truc. Donc le temps libre, si tu peux avoir du temps libre, mais dans l'école, pourquoi pas? L'école, c'est pas une prison, les gars. Faut pas le voir comme une prison. Moi, je suis pas d'accord avec cette vision de la chose, les mecs, hein. Pour moi, l'école, c'est un sanctuaire d'émancipation de l'élève. Tu peux avoir du temps libre encadré, évidemment. Bah oui. Évidemment. Faut juste casser les codes avec cette vision un peu rétrograde. Ah, 8h, 18h, c'est la punition. Ton cartable, il va être lourd, il va peser 5 kilos, etc. Non, les gars, faut penser intelligemment. C'est tout. Sprich du gut Deutsch, Dofla? Non, ich liebe dich. Non. Répondu à ma première question, est-ce qu'il y a un problème d'autorité pour autant chez les jeunes? De respect de l'autorité? Il y a une perte de repères. Perte des valeurs, refus de reconnaître l'autorité, bien sûr. Et avec des parents qui se désengagent et qui sont déresponsabilisés. Il faut les responsabiliser, ces parents, Fabien Roussel. Si je comprends ce que vous me dites, vous me dites oui. Bien sûr. Et wesh, il y a plein de nouveaux sur mon stream. Premier message encore. Qui prend en charge les élèves? Les enseignants aussi ont une vie de famille. Si les enseignants doivent travailler jusqu'à 18h, ils n'ont plus de vie aussi, pensez à eux. Bah, c'est ce que j'ai dit au début. Ça dépendra du plan de Gabriel Attal, parce que c'est bien mignon de dire l'élève en quartier prioritaire va être à l'école de 8h à 18h. Il le présente comme si c'est une punition, mais il n'a pas encore présenté son plan. Et c'est ce qu'il dit, Fabien Roussel. Fabien Roussel, il veut que l'élève soit épanoui, même entre 16h et 18h. Et lui, ce qu'il proposait, c'est de recruter plus d'enseignants. Donc évidemment, il y a une sorte de répartition aussi des horaires. Genre je sais pas comment ça va tourner, il y aura un roulement des professeurs pour aller encadrer justement ce créneau. Parce que terminer à 18h, quand même, c'est... Ta vie de famille, elle est un petit peu en suspens. Mais c'est un travail de fond, les mecs. C'est un travail de fond. Je suis d'accord. Mais en tout cas, bienvenue. Bienvenue aux petits nouveaux. Bienvenue à vous. Et l'épanouissement personnel à la poubelle, c'est important pour une personne, surtout pour un collégien. Si encore il y avait des activités, ok, mais le système scolaire en lui, c'est une usine mentale. Ouais, mais les gars, on répète la même chose depuis tout à l'heure. Tout dépend de Gabriel Attal. Ça dépend que de sa stratégie. Et du ministère de l'Éducation, etc. Comment ils ont pensé, justement, cette nouvelle façon de faire cours de 8h à 18h. Ça dépend juste du gouvernement. Des idées. Ça dépend. Mais bon, faut pas oublier, les gars, que Gabriel Attal, il sort quand même d'une école privée. Il connaît pas le lycée public. Il connaît pas la scolarité publique. Il sait pas comment ça se passe. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il va penser. Mais on le saura bien assez tôt. On verra. C'est pour ça qu'il faut investir dans l'école, dans les services publics, dans ces quartiers. Mon collègue Philippe Rio, maire de Grigny, qui a lancé l'appel de Grigny pour toutes ces grandes villes de banlieue qui souffrent parce que les services publics reculent. Il y a besoin d'investissements massifs. Or, c'est tout l'inverse de ce que nous entendons aujourd'hui. Oui. Nous entendons un gouvernement qui parle de politique d'austérité, de coupe claire dans les dépenses publiques, de demander aux communes de faire des efforts, de réduction de budget dans l'école, dans la recherche. Enfin, mais Fabien Roussel, pour bien comprendre, pour responsabiliser les parents, votre option, c'est celle d'un Gabriel Attal qui dit qu'il faut notamment sanctionner plus durement les parents défaillants, ou c'est celle de cours de parentalité que notamment mettent en avant un certain nombre d'élus locaux? J'ai pas très bien compris quand vous dites, bien sûr, il y a des parents défaillants qu'il faut responsabiliser. Bien sûr, il y a des parents défaillants. Il y a beaucoup de Qu'est-ce que cela donne comme solution à la fin? D'abord, dans ces quartiers,
il faut pas voir... il faut voir tous ces parents qui, d'ailleurs, parfois au sein d'associations, s'engagent, sont exemplaires dans l'éducation de leurs enfants, essayent de s'en sortir dans des quartiers où pourtant où l'État s'est tellement désengagé. Ça, c'est les parents dépassés. Et donc, nous disons qu'il faut restaurer l'autorité de l'État en faisant en sorte que l'État revienne dans ces quartiers fortement, pas seulement avec le bâton, la police et du bleu, c'est pas ça. Derrière, ce que nous demandent les associations, les élus, c'est qu'il y ait des éducateurs, qu'il y ait plus d'accès à la culture, au sport. Mais les gars, mais c'est pas possible. Tout ce que je répète en stream, tous les mecs qui sont dans mon bord, que je les écoute, ils répètent tout ce que je dis. À chaque fois, je vous répète, les gars, que ce qui se passe dans les quartiers, l'appauvrissement, même au niveau scolaire, de notre intelligence, etc., c'est une réponse politique qu'il faut avoir. C'est une réponse politique, rien que politique. Évidemment. Putain, les gars, tu vois, ils sont cohérents avec mes idées, les mecs. Ils sont cohérents avec mes idées. Je vais être député. Je vais être député. Vous allez clipper ce moment et vous allez voir le foreshadowing. Je vais créer le plus grand foreshadowing de l'histoire de Twitch, les gars. Vous allez voir. Vous allez voir. Je vais écrire mes plans, vous allez voir. C'est ouf, ils répètent tout ce que je dis. Des moyens de transport, des services publics locaux, tout ça est parti. Ce sont des quartiers qui sont pourris par les trafics. Pourris par les trafics de drogue, les trafics d'armes. Et c'est pas seulement des opérations XXL qui arrivent une fois tous les 6 mois. Et la droite dit, avec parfois la complicité de parents qui vivent aussi des subsides de ces trafics. Et qui, tout à fait. Et donc, c'est tous les jours. Ah ouais, ça cite Bégodeau là, comme chez Daniel Rose. Attention les gars, là c'est pas un mec de sciences politiques qui vous parle, hein. Là c'est juste un mec de cité, hein. C'est un mec de cité, voilà, c'est... Attention, commencez pas à me citer des auteurs de je sais pas quoi, attention, attention. Je suis un joueur de League of Legends ici, hein. C'est la rue, hein. Ici c'est la rue, exactement. Il doit y avoir une opération XXL, qu'elles soient efficaces quand elles ont lieu, mais c'est tous les jours, ça peut pas être des opérations de com. Bref, ça nécessite un engagement important. Bien sûr, restauration de l'autorité, des sanctions, mais derrière un accompagnement pour mettre du bleu dans les yeux, pas seulement dans la rue, mais faire rêver, croire à l'ambition collective. Fabien Roussel, j'ai lu avec beaucoup d'attention la tribune que vous avez publiée dans Libération il y a quelques jours, étonnamment passée inaperçue, puisque faisant le lien entre Chemseddine, donc cet adolescent passé à tabac à Viry-Châtillon par les frères d'une fille avec laquelle il parlait de sexualité, vous faites le lien entre Chemseddine donc et le martyr de Shaina, une jeune fille poignardée puis brûlée par son petit ami à Creil, son petit ami à qui elle venait d'annoncer qu'elle était enceinte. Je vous lis, Fabien Roussel. Ces drames ne sont pas des faits divers, ils reflètent un recul de notre société sur les rapports sexuels amoureux entre adolescents notamment. Ils doivent nous conduire, écrivez-vous, à résister contre un puritanisme, un conservatisme, un extrémisme religieux, autant qu'à un repli sur soi, une coercition sexiste qui ne répand que tristesse, violence et désolation. Plus loin, c'est le sens du combat, dites-vous, que nous menons pour que toute la société se mobilise afin de défendre nos libertés contre toutes les formes d'intégrisme. À quel puritanisme, conservatisme... Aïe, 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 l'islam au centre des caméras. Attention, les caméras sont braquées sur vous, les mecs. Hein. Attention, les caméras sont braquées sur vous. Attention. Extrémisme religieux, je vous cite. À quel intégrisme religieux faites-vous référence, Fabien Roussel ? Mais c'est l'islamisme, du moins. Un climat qui se développe, et on le voit à travers ces drames odieux, que ce soit celui de Chemseddine ou de cette jeune fille, Shaina, qui avait été brûlée par son petit ami parce qu'elle avait une sale réputation, parce qu'elle avait des relations avec des garçons, tout comme Chemseddine qui voulait avoir une relation avec une jeune fille, et ce sont les frères de cette jeune fille qui l'ont tuée violemment. Il faudra que la justice fasse son travail pour bien connaître la nature de ces actes. Toujours est-il que ce que je ressens, c'est un recul de notre société sur... Vous utilisez même le terme de décivilisation. Oui, parce que nous sommes dans une époque où nous avons vécu MeToo. Alors, décivilisation, je vous rappelle quand même que c'est un terme qui est utilisé par la droite et l'extrême droite. Hein. Même Macron, il a dit que décivilisation, c'est pas un gros mot. C'est pas un mot uniquement réservé à Zemmour, Marion Maréchal et j'en passe. Ok, bon ben Roussel utilise le terme de décivilisation, ok, hein, pourquoi pas. Les atteintes contre les femmes, les violences sexuelles et sexistes sont dénoncées, pointées du doigt
et il recule dans l'ensemble. Et pour autant, on voit des pratiques datant d'il y a d'un siècle où, au nom de la réputation d'une femme, eh bien, il faut la punir. Ou punir. Mais certains vous diraient que vous restez au milieu du gué. Vous évoquez le conservatisme, l'intégrisme ou l'extrémisme religieux. Moi, j'ai entendu Gabriel Attal sur ce même plateau jeudi soir parler de groupes qui cherchent à faire entrer un entrisme islamiste qui prône, dit-il, les préceptes de la charia. Et il reprenait les mots de Bruno Retailleau sur la charia. C'est à cela que vous faites référence. Mais je sais qu'eux, à chaque fois, vont profiter de ça pour stigmatiser nos concitoyens musulmans et en mettant une focale dessus. Moi, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a un climat. L'intégrisme religieux, il vient de toutes les religions. Et il y a dans toute religion des versions dures, intégristes, obscurantistes, qui font reculer notre société. Dans toutes les religions, ça existe. Religion chrétienne, juive. Non, cite pas chez moi, pas chez nous. Hein. Elle laisse la team Jésus. Hein. Non, me cite pas. Hein. Fabien Roussel, on n'est pas dans ça, nous. C'est un ouf, lui, il a raison. Non. Pas nous. Musulmane. C'est courant. Ah, là, j'entends. Là, mes oreilles sont contents. Là, il a dit musulman. Là, existent et ils sont toxiques. On l'a vu d'ailleurs, les courants catholiques. Attends, pourquoi il a pas dit juif par contre? Attends, j'ai pété un câble. Dans toutes les religions, ça existe. Religion chrétienne, juive, musulmane. Il a dit juif, il l'a dit. Les courants existent et ils sont toxiques. On l'a vu d'ailleurs, les courants catholiques très durs dans des écoles privées hors contrat, la manière aussi dont nos enfants sont traités. Donc, c'est contre toutes ces formes d'intégrisme que je souhaite me battre. Et il faut que toute la société s'y engage, que l'on soutienne les associations féministes qui dénoncent justement ces comportements et que l'on accompagne mieux nos enfants dans leur éducation sexuelle. Donc, la France, justement, a une originalité de ce côté-là. On est le pays de 68, quand même. Fabien Roussel, donc vous ne reprenez pas le terme de... Il a raison de parler de ça, de poser le débat, Fabien Roussel, parce que c'est vrai que quand tu vois ce qui s'est passé avec la fille qui a été brûlée, elle était enceinte. Enfin, la meuf, elle a dit à son copain « je suis enceinte ». La meuf, elle avait une sale réputation au lycée. Le mec l'a tué, l'a brûlé. C'est une dinguerie. C'est des mineurs quand même. C'est des mineurs. C'est horrible comme fait divers. C'est horrible. Et d'ailleurs, on a suivi cette affaire-là parce que le grand frère de Chana avait Twitter. Et il a passé son temps à tweeter ce qui s'est passé sur le côté juridique de la chose. Maintenant, on a Sam Sidine pareil. Il voulait girer la sœur d'un frère. Le mec, il s'est fait tuer parce qu'il voulait draguer une meuf. Vous vous rendez compte, les gars? C'est... Le rapport à la sexualité avec les mineurs, c'est quoi ce délire? Et, pour une fois, je suis un petit peu d'accord avec Fabien Roussel, il faut poser le débat. Le débat, il est intéressant, les gars, la sexualité chez les jeunes. Il faut poser le débat. Qui va poser le débat? On va pas laisser le débat à l'extrême droite. On va pas laisser le débat au gouvernement. Non, il faut aussi que les mecs de gauche s'en prennent du débat. C'est intéressant ce point de vue. Charia de Gabriel Attal et de Bruno Retailleau. Est-ce que vous reprenez le terme de république bananière utilisé par Jean-Luc Mélenchon pour décrire la France, terme qu'il a utilisé après l'annulation de 2 conférences qu'il devait tenir à Lille? Est-ce que la France est encore une démocratie, si je devais paraphraser ce qui a été écrit et dit par les Insoumis ce week-end? En tout cas, il y a de quoi discuter parce que je n'accepte pas justement la décision du... préfet qui a décidé d'interdire une manifestation. Quand vous dites qu'il y a matière à discuter, ça veut dire qu'on peut discuter du fait que la France soit ou non une démocratie aujourd'hui? Oui, il y a matière à discuter, oui. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Au-delà de l'annulation de 2 conférences? Parce que la répression syndicale n'a jamais été aussi dure. Le nombre de militants syndicaux, y compris de la CGT, j'en connais, d'EDF, de GDF, qui sont mis au tribunal aujourd'hui, menacés dans leur emploi parce qu'ils ont été les Robins des Bois, ils ont passé en heure creuse des habitants des quartiers pendant la lutte contre la réforme des retraites, que ce soit des candidats aux élections, comme ceux de la France Insoumise. Voilà, vous faites référence à Rima Hassan, candidate aux européennes, pour l'expliquer à nos auditeurs, candidate aux européennes sur la liste de la France Insoumise, militante par ailleurs pour la cause palestinienne, qui est convoquée par la police à 50 jours du scrutin pour, je cite, apologie du terrorisme. C'est à cela que vous faites référence? Je fais référence à tout ça, effectivement, parce que le débat doit avoir lieu, et moi qui suis en désaccord avec des propos et des positions prises par la France Insoumise, notamment sur le conflit israélo-palestinien, pour autant,
Ça vous choque qu'elle soit convoquée, Rima Hassan? Ce désaccord ne doit pas interdire le débat. Oui. Et je n'ai pas vu d'apologie du terrorisme dans les propos qu'ils ont pu tenir. Et c'est une manière de museler le débat, de l'interdire. Merci de le dire au moins, Fabien Roussel. Merci de le dire. Hein. Merci. Les mecs, je vois les tweets de Jean Messia. Ça tombe toujours sur ma tête. Ça commence à me casser les couilles. Ce mec-là est trop bizarre. Le mec se réjouit de voir l'État français arrêter Mathilde Panot, enfin la convoquer pour apologie du terrorisme. Le mec, au lieu de combattre le gouvernement, parce que là maintenant il y a des voix qui commencent à se taire, etc. Parce qu'il y a la répression policière, judiciaire, etc. Le mec il est content en mode ouais regardez les soldats du Hamas arrêtés par la police française, nanani convoqués. Mais fils de pute, mais frérot le combat il est pas là. Le combat il est pas là Jean Messia, imbécile. Le combat il est pas là frère. Enfin frère, c'est même pas mon frère, c'est pas mon frère, je le déteste. Il est trop con lui. Il est trop con. Je cherche pas rien que le tweet sur Asia Rabian et Lunaire. Alors là, j'ai pas la ref de Asia. Désolé, mais j'ai pas la ref. Sa seule boussole, c'est le racisme. Bah oui, gros, c'est un truc de ouf. On a quand même une conférence qui est annulée par le préfet, donc qui est sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. On a ensuite Rima Hassan convoquée pour apologie du terrorisme, mais sur quel terme? Quel terme elle a dit pour faire sous-entendre qu'il y a de l'apologie? Mathilde Panot, pareil. C'est qui le suivant? David Guiraud? Louis Boyard? Ce sera encore un mec de la France Insoumise? Ce sera qui? Ce sera qui les mecs? Non, c'est une dinguerie. Moi, je suis désolé, c'est une dinguerie. Moi, j'ai peur maintenant. Imagine, depuis que j'ai dit que la France est une région d'Israël, j'ai peur d'ouvrir ma boîte aux lettres. Boîte aux lettres, courrier judiciaire. Monsieur Doflamingo avec ta coupe de cheveux d'enculé, t'es convoqué, nanani, nanana, veuillez vous présenter à cette date. Frère, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, gros. Il faut que nous ayons ce débat devant nos concitoyens et qu'on puisse l'avoir en toute sérénité. Et bien sûr, dans les règles de notre République, oui. Sans antisémitisme, sans racisme, sans apologie du terrorisme. Mais de ce que je comprends, vous êtes choqué par la convocation de Rima Hassan par la police. Bien sûr, et je lui apporte mon soutien. Oui. Et puis à ce parallèle dressé par Jean-Luc Mélenchon entre Adolphe Eichmann, le logisticien de la solution finale pendant la Seconde Guerre mondiale, j'explique pour ceux qui nous écoutent, et le président de l'université de Lille 3, qui avait annulé la première conférence. Mais... Fabien Roussel, est-ce que vous avez été convaincu? Moi, je ne vais pas vous demander de condamner les propos de Jean-Luc Mélenchon. Mais il s'est expliqué. Il a dit qu'il faisait référence à Hannah Arendt, à la banalité du mal, aux mécanismes qui conduisent. Bon, au moins, la journaliste, elle est honnête parce qu'il s'était expliqué sur ses propos de la solution finale sur le plateau de BFM TV. Et on l'avait écouté, les mecs. Hein, on l'avait écouté. Donc là, on était un peu plus compréhensif. Mais là, la journaliste, elle a fait son travail. Elle a expliqué les raisons de pourquoi Mélenchon, il était amené à dire ça. Certains allaient à l'odieux. Est-ce que ces explications vous ont convaincu? Mais c'est bien la raison pour laquelle je ne me retrouve plus du tout dans Jean-Luc Mélenchon, puisque ses propos excessifs discréditent tout le reste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il compare un professeur d'université à un nazi. Il m'a moi-même comparé à un nazi. Alors... il est discrédité. Je peux rien dire. C'est indéfendable ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Non, indéfendable. Voilà. Malgré les explications. Fabien Roussel, j'en viens à l'actualité sociale. Vous serez d'ailleurs tout à l'heure dans le Loiret à la Chapelle Saint-Mesmin. J'espère que je le prononce bien. Et si tout le monde ne connaît pas cette commune qui est juste à côté d'Orléans, en fait, tout le monde connaît les verres du Ralex qu'elle produit parce que tout simplement, on s'est tous amusés à la cantine à retourner ces verres, à regarder le chiffre et voir quel âge on a, même si il paraît que ces chiffres ne révélaient pas exactement l'âge de l'utilisateur. Qu'est-ce que vous allez dire aux salariés de Duralex? Les écouter d'abord. Oui. D'abord les écouter. Et ensuite, les salariés de Duralex souffrent, sont menacés. Oui. L'usine n'est pas fermée et nous voulons tout faire pour que cette entreprise, cette activité, Duralex, puisse continuer de vivre. Duralex et j'interpellerai le ministre de l'économie sur ce sujet. Pour lui demander de voler au secours de l'entreprise. Le problème posé par les salariés, mais je vais les voir, je vais les écouter cet après-midi, c'est d'abord le coût de l'énergie qui a explosé, et pas seulement pour Duralex. Et l'État était déjà venu au secours de l'entreprise il y a quelques années. Pour un grand nombre d'entreprises, la question de l'énergie pèse aujourd'hui. C'est les verres de la cantine et tout. C'est les verres où on devine son âge. Duralex, vous êtes chaud le chat, hein, vous êtes chaud. Aujourd'hui, comme une charge, une vraie charge insupportable à payer. Le coût de l'énergie a été multiplié par 2 voire par 3 pour de nombreuses industries. Et qu'allez-vous demander au ministre de l'économie? Je vais demander au ministre de l'économie et des finances de tout mettre en œuvre avec l'actionnaire pour faire en sorte que l'activité puisse se poursuivre
en France. Et bien sûr, je vais continuer de demander à ce que les prix de l'énergie soient divisés par 2 ou par 3. Je veux dire un mot sur l'industrie, parce qu'elle est menacée dans notre pays. Il n'y a pas que Duralex. Hein. J'ai des chiffres. D'après le cabinet Altares, le niveau de défaillance d'entreprise est au plus haut depuis 9 ans au premier trimestre. Quelques 17 000 procédures ouvertes entre janvier et mars dernier. Tout à fait. Sanofi, 330 postes supprimés alors qu'ils ont réalisé un bénéfice exceptionnel. Exxon, au Havre, chez mon ami Jean-Paul Lecoq, 647 postes supprimés. Ascométal, Metex dans la Somme et à Peugeot aussi. J'en viens sur Peugeot quand même. Stellantis. Il y a une usine chez moi. N'oubliez pas que Stellantis, le patron touche 20 millions d'euros par an. Non, je crois 32 millions, pardon. Enfin, en tout cas, de sources sûres, il touche 100 000 euros par jour. 100 000 euros par jour. Ah, c'est une dinguerie quand même. Il peut s'acheter une Tesla dernier cri une fois par jour et les revendre. Faire de l'achat-revente de Tesla. À Ordin, plus de 1000 salariés qui produisent des véhicules utilitaires. Nous apprenons, là, une maison toutes les semaines, que les moules, les pièces qui servent à ces utilitaires, normalement à Ordin, sont envoyés en Turquie où la même usine a été construite. Vous craignez la fermeture de l'usine ? Nous craignons la délocalisation. Donc j'interpelle directement le président Carlos Tavares en lui demandant des garanties pour que cette usine voit bien son avenir et les salariés ici chez moi dans le Nord à Cévennes. Puisque vous évoquez Carlos Tavares, son salaire a fait couler beaucoup d'encre, 36,5 millions d'euros. L'an dernier. Qu'est-ce que vous pouvez faire, Fabien Roussel? L'entreprise, son siège social est aux Pays-Bas, il n'est pas en France. Mais vous vous rendez compte qu'un homme, un être humain, qui est comme vous, comme moi, qui est malade, voilà, il vit, il travaille beaucoup, mais comme les salariés qui travaillent chez lui. Quand c'est les footballeurs, personne ne dit rien d'Ofla. Bah arrête, t'abuses quand même. Il y a plein de personnes qui disent il touche 50 millions d'euros pour taper dans un ballon. Il touche 50 millions d'euros, il pleure sur le terrain, nanani, bande de simulateurs du dimanche. Le rugby, c'est mieux. T'abuses quand même. Il y a plein de footballeurs, enfin, il y a plein de personnes qui voient le foot comme le salaire, il est trop abusé. Après, pour le cas de Carlos Tavares, moi, j'ai déjà donné mon avis par rapport à ça. En fait, c'est des bonus qu'il a. C'est dans son contrat. Si il respecte, il coche tous les points à cocher, genre sur la réussite de l'entreprise, et déclenche ce bonus voté par les actionnaires. Donc après, c'est l'entreprise, les mecs, hein. C'est l'entreprise qui tourne de cette manière-là. Hein. C'est pas un fixe, c'est que des bonus. Ce sont 35 millions d'euros. C'est ça le truc. En 3-8, la nuit, le matin, etc. 36,5 millions d'euros. Vous savez ce que ça me veut dire? Dans une société humaine, ça, ce n'est pas normal et c'est un recul de civilisation. Ça, c'est un recul de civilisation. 36,5 millions d'euros. Virer les gens, c'est pas normal. Surtout que le bonus, il a été déclenché parce qu'il a coché tous les critères positifs. Mais derrière, Peugeot continue à licencier. C'est pas normal. C'est pas normal. Pour un homme, parce qu'il est PDG, ça, c'est de la décivilisation. On pourrait je le dis. Stellantis, c'est 15 entreprises, c'est pas juste Peugeot, c'est un groupe mondial. Une cariste qui travaille justement à Ordin, chez moi, une cariste ou à la semaine, elle gagne 1650 € net par mois après 20 ans d'activité. Wow. 1650 € net après 20 ans d'ancienneté, quand lui, il en gagne 100 000 par jour. Par jour. Et en une semaine, le PDG de Peugeot gagne autant que cette femme en une vie. C'est normal, ça? Mais c'est indécent. Donc, ce que doit faire la loi, le gouvernement... C'est ça que... Voyez le capitalisme. Voyez le capitalisme, quand tu le rapportes à l'échelle humaine, tu compares le big boss au cariste, les gars, t'as mal à la tête. Tu as mal à la tête, gros. Que fait le politique là-dessus? Nous devons légiférer. Et nous proposons, nous, la gauche et toutes les forces de gauche, et c'est la différence avec la droite et l'extrême droite, c'est que les écarts de salaire dans les entreprises ne doivent pas excéder de 1 à 20. Sauf que l'entreprise est aux Pays-Bas. Et ben voilà. Et donc, j'allais venir à ça. Deuxième chose, c'est que sur ces groupes internationaux, mais français, avec des actionnaires français dans la famille Peugeot, ces groupes doivent avoir leur siège. Mon monteur, j'ai pas de monteur vidéo, moi. Dans notre pays, ils sont allés s'installer aux Pays-Bas pour faire de l'optimisation fiscale. Et c'est en Union européenne. C'est du vol. À l'approche des élections européennes, c'est dans l'Union européenne. Et c'est bien la campagne que nous menons avec... Mais t'en penses quoi, Kumo, de ça? Vu que t'es sur le chat encore, là, t'en penses quoi? Le mec, il touche 36 millions d'euros par an, 100 000 € par jour. D'ailleurs, il a fait un petit commentaire, il a fait une interview où il a justifié justement son salaire. Il a dit, bon, c'est un peu comme les footballeurs. Je suis payé à la performance comme le footballeur. Le footballeur qui performe, il déclenche des bonus.
moi, mon entreprise, elle performe, je déclenche des bonus. Franchement, la réponse de Tavares, elle est quand même drôle. Hein. Elle est quand même drôle, Tavares. Elle est quand même drôle. Oh là 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 là. C'est le boss, tu veux faire quoi? C'est vraiment ça ta réponse? T'as pas autre chose Un avis? Quelque chose? 100 000 € versus une meuf, elle ne va jamais toucher le salaire de Tavares de toute sa vie. Et sur 10 générations, les 10 prochaines générations ne vont même pas rattraper l'écart entre Tavares et la famille de la meuf. Et force à elle. Ouais, force à elle, les gars. Force à elle. Force à elle. Force à elle. Léon Desfontaines, notre tête de liste, courageux, ça c'est une bonne réponse. 28 ans, et c'est le combat que nous voulons porter au Parlement européen, cette lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, le respect du monde du travail, faire en sorte que les hommes et les femmes qui travaillent dur soient respectés dans leur dignité et qu'il n'y ait plus ces écarts de salaire, qu'il n'y ait plus cette fraude et cette optimisation fiscale, qu'il n'y ait plus ces délocalisations dans des pays tiers, que ce soit dans l'Union. 36 millions d'euros en un an, les gens ne se rendent pas compte, même un Neymar, Mbappé ou LeBron ne prend pas autant. Qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es con quoi? Attends, mais tu crois que Mbappé il touche 10 000 € par an? 10 millions d'euros par an? Non, tu trolls. Non, le mec, il troll. Je pense qu'il troll les mecs, il troll. Je crois qu'il troll. Non, là, c'est pas possible. Footix européenne ou extérieure à l'Union européenne comme la Turquie qui font tant de mal à notre industrie comme à notre agriculture. D'un mot, Fabien Roussel, est-ce que vous avez reçu votre carton d'invitation pour jeudi, la Sorbonne, le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe? Jordan Bardella dit l'avoir reçu. Pas vu, pas pris, mais peut-être que j'ai pas vu mes mails. En tout cas, pas reçu pour l'instant. C'est une bonne nouvelle que le président entre en campagne? J'espère que ce sera décompté du temps de parole, d'abord, des candidats de la liste de la majorité. Et puis, j'ai tellement entendu de choses de la part du président de la République que je ne crois plus dans ce qu'il dit. Voilà. Ah ouais. Je ne crois plus dans l'Europe qu'il défend. Son Europe, à lui, est une Europe très libérale qui défend justement l'optimisation fiscale, la concurrence libre et non faussée entre les travailleurs. Ce n'est pas du tout l'Europe que nous défendons, une Europe du progrès social, de la justice sociale et de la paix. Et c'est pour cela qu'il est important d'aller voter le 9 juin prochain, et notamment pour la liste Léon Desfontaines, voilà, important que je de rappeler la date, et avec qui je serai. Le 9 juin prochain, le scrutin. Vas-y frérot, ton pote Léo Desfontaines, il est à 1%, s'il te plaît, il est à 1% ton pote là. Dans des européennes, il n'y a qu'un seul tour, hein, je le rappelle, pour un seul ceux tour qui à la nous proportionnelle, écoutent. c'est pour ça que les gens peuvent voter en toute liberté, il n'y a pas de vote utile. Merci Fabien Roussel, il est bientôt 8h53 sur... Effet spoiler d'Ofla. Mais pourquoi à chaque fois que je parle, on me dit effet spoiler? C'est quoi l'effet spoiler? C'est quoi l'effet spoiler? ChatGPT, qu'est-ce que c'est que l'effet spoiler? Merde, il s'est trompé. Je recommence. Try again. Ok, pardon. Cousin Greg. Non. Explique-moi c'est quoi l'effet spoiler. Merde. Explique-moi l'effet spoiler, cousin Greg. Mais non, l'effet spoiler! L'effet spoiler! Non, il est trop con. Il est trop con. Ce soir, il est trop con. Hop là. L'effet spoiler, souvent mentionné dans les contextes politiques et électoraux, désigne la situation où un candidat ou un parti qui n'a aucune chance réelle de gagner une élection divise cependant le soutien entre les principaux concurrents de manière telle que cela affecte le résultat final de l'élection. Ok, division des votes, élection majoritaire à un tour, réforme électorale, ok. C'est ça l'effet spoiler, ok, sabotage.